Je suis très émue par toutes les expériences et conférences que j'ai entendues depuis le début de l'après-midi, que j'ai trouvées très enrichissantes et qui sont devenues en écho à certaines de mes expériences. J'ai beaucoup apprécié tout ce qu'a pu dire Evelyne. Vraiment, j'aurais voulu rebondir sur des choses. Si, Evelyne, c'est la dame qui a fait la première. Il y avait marqué Evelyne, la dame qui a fait la première conférence cet après-midi, qui était toute en blanc. Virginie. Jacqueline. Bon, moi j'ai failli m'appeler Muriel. Je m'appelle Frédéric parce que mon père, quand je rebondis sur la conférence de tout à l'heure, avec cette dame dont on nous a donné un enregistrement, ça a bien résonné en moi parce que... Ton père voulait un garçon. Mon père voulait un garçon et ma mère est fille de militaire. Et j'ai une mère... alors comment on va dire, pour pas accuser le parent Possessive. J'ai une mère assez, comment il a dit, d'expérience pas possessive. Traumatique. Non, parce que j'ai l'air de quelqu'un traumatisé. Toxique. Légèrement toxique. Alors j'avais envie de demander, mais est-ce que alors si quelqu'un est toxique, il vaut mieux pas qu'il ait d'enfants? Ma mère est une personne souffrante et qui a eu des enfants. Alors, me voilà. 78 heures après les non-contractions, et à perdre des os. Et 62 ans après, bientôt. Voilà. Alors, donc je suis l'aînée de ma famille. J'ai deux frères qui sont beaucoup plus jeunes que moi. J'ai un début de... Bon, je ne vais pas refaire tout l'historique, mais je suis quelqu'un qui est passionné par les langues, le sport, quelques cordes à mon arc, qui fait de la thérapie par les mandalas, du temps où j'étais cadre supérieur dans l'audiovisuel. Et c'est une activité que j'ai, l'activité juridique dans l'audiovisuel, s'est arrêtée certainement pour mon plus grand bien, mais j'ai dû me défendre quand j'avais environ 33 ans. J'ai donc entrepris une métamorphose. Voilà, une métamorphose qui s'est faite beaucoup par le corps. On dit comme ça la médiation par le corps. Là, à Paris 10, j'ai voulu faire de la médiation. On me dit c'est quoi votre médiation? Est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est la danse? Ou est-ce que c'est les mandalas? Au jury, je ne sais pas, un peu les deux. Je ne possédais pas du tout de vocabulaire et ne vous attendez pas à ce que j'utilise un vocabulaire de psychanalyste parce que je ne l'ai pas. J'ai moi-même fait quelques années en psychanalyse et il semblait que pour un esprit retors comme le mien, on n'arrivait pas à trouver la conclusion. Donc il n'y a jamais eu de transfert. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, j'y retourne lundi prochain. J'ai un nouveau rendez-vous et je pense que je suis prête pour le transfert. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il y a eu, à mon avis, une grosse médiation par le corps. J'ai commencé le yoga à travers une expérience assez brutale, dans une école où on demandait des postures très exigeantes, un peu le stakhanovisme du yoga, on va dire, je ne citerai pas de nom. Enfin, on mettait la jambe derrière la tête, ou alors ça passe ou ça casse. Hein, là, je ne sais pas la passe nakanienne, c'est la passe du Iyengar Yoga. Voilà, je l'ai dit, Iyengar Yoga. Et je me suis fait mal. Alors, je me suis fait mal, à force d'avoir mal, j'ai dit, il y a un problème, il faut peut-être que je travaille sur ce problème. Donc, j'ai relu les textes. Parce qu'en yoga, on travaille avec des textes anciens. Et il y en a un dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle les Yoga Sutras, qui a été écrit par... Alors, je ne dirais pas que c'est un monsieur, c'est une divinité en Inde. C'est certainement un collectif de médecins, grammairiens et yogis, Patanjali. Alors, c'est une transmission, on vient au sujet, qui nous vient de l'Inde, le yoga. Alors, l'Inde, je ne sais pas si c'est la... Comment elle a dit, la professeure? Le sud. Ah oui, le sud. Oui, mais elle a dit un mot vachement savant. L'épistémologie du sud ou du nord. En tout cas, c'est l'Asie du sud-est. Voilà. Donc, et là-bas, on dit que les gens ont un esprit... Nous, on a un esprit vertical, paraît-il, donc certainement par le fonctionnement de notre cerveau. Et les Asiatiques, qui ont un visage un peu plus large, des yeux un peu bridés, ils ont un fonctionnement horizontal.
Si l'un d'entre vous sait ce que ça veut dire. Ouais. En tout cas, ça suppose que nord-sud, est-ouest, ça ne fonctionne pas pareil que chez nous. C'est une chose. Moi, j'étais longtemps passionnée par les langues zo. Je suis allée en Thaïlande, je me suis intéressée au bouddhisme pour finalement faire un long cheminement par le yoga. Et dans le yoga tel que je le pratique et que je le transmets aujourd'hui, la transmission est vraiment une notion très importante. Celle des maîtres, auxquels on récite un hymne en début de séance, au moins une prière, un peu comme à la messe. Il y a une histoire de foi qui est très importante également. La foi, la persévérance. Mais j'ai un vide là. Ça va me revenir. J'ai l'habitude de parler en public en dehors de la transmission du yoga. Oui, la transmission, c'est celle des maîtres, donc dans la lignée, parce qu'on parle de lignée de transmission. C'est-à-dire que vous n'inventez pas n'importe quoi, j'allais dire à l'américaine, où vous avez, j'ai compris, je fais du yoga, du tai chi, du machin, des trucs comme ça. Non, ça n'existe pas en yoga. Vous transmettez quelque chose qui vous a été offert, pour lequel éventuellement vous avez payé, ce qui ne vous donne pas toujours le droit de retransmettre, contrairement à ce qu'on pense. J'ai payé une formation, donc j'ai un droit. Non. Il y a beaucoup de responsabilités dans cette opération, dans cette alchimie de la transmission. Et moi, j'ai démarré comme professeur, j'ai créé un studio de yoga, j'ai eu 40 élèves, tout le monde me disait c'est merveilleux. Puis un beau jour, je me suis fait mal, puis j'ai dû abandonner tout ce que je savais pour réapprendre. Donc, ça va peut-être vous sonner comme quelque chose de familier, parce que je ne vais rien vous apprendre, je vais juste vous parler de ma manière d'envisager la transmission et surtout, merci à mes professeurs, comment je l'ai reçu. Parce que comme peut-être vous l'avez compris, je suis quelqu'un qui a pas mal étudié, j'ai eu des professeurs extraordinaires, j'ai eu un professeur à l'UNESCO qui m'a appris le siamois. Bon, j'ai fait 4 ans de siamois, je me suis passionnée pour la culture thaïlandaise, culture siamoise. Et ce professeur qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait Gilles Delouche, était un homme extraordinaire, vénéré par absolument tous ses élèves. Et lorsqu'il est décédé et qu'on l'a emmené au crématorium comment s'appelle ce cimetière du Père-Lachaise, nous avions, Gilles parti, la plus belle fête qu'il ait jamais donnée, organisée notamment avec le concours de l'ambassade de Thaïlande. Et on pouvait manger, boire ce qu'on voulait, et c'était fabuleux. Et tout le monde a reconnu. Alors voilà, je voudrais simplement dire à quel point tous ces professeurs que j'ai eus, aussi bien au niveau dans la transmission des langues que dans la transmission de la danse, qui était mon premier dada, je voulais être prof de danse, je me suis blessée, transmission du yoga. Bon, j'ai commis certaines erreurs en donnant un peu trop longtemps ma confiance à certains enseignants, mais tout ça m'a vraiment construite, m'a permis de faire le choix de laisser des choses de côté et de tracer ma route. Alors aujourd'hui, la transmission du Vini Yoga selon la lignée de Krishnamacharya, le gourou qui est celui qui vous fait passer de l'obscurité à la lumière, c'est aussi un passage. Il vous transmet des techniques et vous recevez ces techniques et vous les transmettez à nouveau. Donc quand vous venez, quand un pratiquant ou un aspirant pratiquant, on dit pratiquer parce que on pratique le yoga, voilà, on pratique un sport, on pratique le yoga, sauf que le yoga c'est pas une pratique sportive. C'est une pratique de l'esprit, du corps, de l'âme, tout ensemble, et surtout de la respiration. Alors je vais vous demander de prendre un instant. Est-ce que vous êtes conscient de votre respiration? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Quand est-ce que vous êtes conscient de votre respiration? Actuellement là, est-ce que vous avez depuis le début je parle, peut-être quoi, 10 minutes, ça fait 10 minutes. Est-ce que vous avez pensé à comment vous respiriez, comment vous étiez assis? Quand on est dans sa tête, on pense rarement à comment on respire, comment on est assis, quelle est notre posture. Vous connaissez le mot de posture, alors il y a la posture de l'analysant, la posture de l'analyste, et alors la posture du pratiquant,
C'est la posture de celui qui a même déjà de prendre conscience, d'observer son souffle. Je vais vous demander de prendre quelques minutes simplement pour vous installer tranquillement. Je peux vous donner un petit conseil. C'est éventuellement lâcher vos portables, enlever vos lunettes. Et sans vouloir vous commander, mais si vous voulez faire l'expérience avec moi, c'est mieux. Et de mettre vos deux pieds ancrés dans le sol. Vous avancez un petit peu sur le rebord de votre chaise pour sentir un peu vos ischions. Les deux pieds, les deux chevilles, très bien, juste sous les genoux. Jean-Claude, est-ce que tu veux bien être avec nous? Ah, on a perdu. Jean-Claude, on t'a perdu. On a perdu. Je suivais la mouche, là. Non, si c'est pas trop important ce que tu fais, je te demande juste 5 minutes. De pour poser ton prendre- portable. Mais j'ai poser. plus, je suis en retard. Donc, pose ton portable, s'il te plaît. Mets tes Oui, petits madame. pieds. Et mis tes petits pieds par Mets tes terre. petits pieds en ça. Voilà. Et ceux qui ont déjà ces deux petits pieds par terre à la largeur du bassin, à peu près. La seule fois où j'ai fait un exercice de... Je vais pas te mettre la tête en bas. Tu peux Il mettre faut ta dire jambe que- derrière ta tête. Il faut dire que Jean-Claude a eu une expérience l'an dernier à Ligugé, Ouais. où on. Et c'est. Ouais, j'ai fait un vertige Il a fait un qui a vertige. duré 2 mois Ouais. avant que je ne sois... Oui, Avant mais que là je je ne veux sois pas te mettre la soigné, tête en bas, débarrassé. Jean-Claude. C'est pas, mais c'est pas une raison pour avoir l'attitude que tu as, parce que je suis en train de parler. Et j'apprécierais que tu réceptionnes correctement ce que je suis en train de dire. C'est pompon. En pan cucu. Donc, dans cette position-là, vous êtes à même de sentir. C'est comme ça, en fait. Mais là, vous n'êtes peut-être pas encore très confortable. C'est dans cette position-là que, d'ordinaire, on est un peu réceptif pour prendre conscience de comment on respire. Alors, ça implique, si vous êtes mis dans la posture que j'avais donnée, que vous n'ayez plus le dossier qui vous tient le dos, parce que ça suppose, mais vous n'en avez peut-être pas la faculté maintenant, que vous sachiez redresser votre dos. Et ça s'apprend. C'est juste ça. Mais comme on n'a pas appris à redresser son dos, il est possible qu'on se sente mal, c'est pas du tout grave. Comment vous pouvez faire pour prendre conscience de comment vous respirez quand vous êtes dans une conférence, sur les bancs de la fac ou dans les transports? Ça peut se faire n'importe quand, à vrai dire. Une bonne méthode, ça peut être de mettre la main sur son ventre, de relâcher bien la langue et la mâchoire, voire de bailler. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux et porter l'attention derrière votre main et simplement écouter votre respiration. Je vous invite à le faire 30 secondes, 1 minute. Alors écoutez, il y a beaucoup de bruit environnant, donc peut-être vous n'entendez pas votre respiration, mais peut-être vous pouvez juste remarquer comment la main se gonfle ou pas sous le ventre. Si elle se gonfle à un certain rythme, comment elle se gonfle à l'inspire, comment elle se gonfle à l'expire. Et si vous êtes familier avec ces techniques, vous pouvez le faire les mains sur les cuisses. Et si vous respirez facilement, vous avez fait quelques respirations, on ne va pas faire de la méditation, de la pleine conscience, du pranayama. Vous savez ce que c'est le pranayama? Les postures. Quelqu'un peut me dire que... Ce sont des postures. Des postures, hein? Une posture par rapport au nez à la respiration. Une posture par rapport au nez à la respiration. Oui, ça c'est bien aussi. Elisabeth? Oui, c'est des postures, ce sont des respirations, l'énergie vitale qui circule. Voilà. Le prana, effectivement, c'est un terme sanskrit pour dire l'énergie vitale. Ouais, j'entendais Boris Satsky hier, donc je vais reprendre ce qu'il a dit, Boris, qui est un formateur dans le sud de la France. Peut-être que certains ont entendu parler de ce monsieur qui a été à l'école de Krishnamacharya, donc la lignée que je suis aussi, et de René Clair. Roger Clair, René Clair? Roger Clair. Il racontait l'histoire de cet Indien quand il lui avait demandé qu'est-ce que c'est le prana, donc c'était à Pondichéry ou à Madras, et l'Indien lui avait montré le ciel, ça devait être la nuit. Tu vois là les étoiles qui sont dans le ciel, eh bien ce qui fait
tu vois, il y a un ordre dans ces étoiles. Tous les jours, elles sont accrochées au même endroit. Enfin, je retransmets l'histoire comme je m'en souviens, je l'ai écoutée hier. Eh bien, c'est ce qui tient les étoiles en place, en définitive. C'est l'énergie qui est partout dans le cosmos et dans le corps humain qui fait que les choses restent en équilibre. Et ce qu'on recherche par le yoga et par le pranayama, la science du prana, la science de la respiration, c'est de trouver un équilibre entre les narines, tout à fait, gauche et droite. Il y a plein de techniques de pranayama, afin de trouver l'équilibre et la balance dans nos émotions, dans notre corps et dans notre cerveau. Voilà, c'est un petit peu ça, le pranayama qui est une étape du yoga. Alors, je ne voudrais pas paraître ennuyeuse, mais le yoga de Patanjali est un yoga à 8 membres. Alors, ça s'appelle Ashtanga Yoga. Peut-être qu'il y en a qui ont été dans des gymnases faire de l'Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga, c'est des mouvements avec la respiration. Je ne vous conseille surtout pas de le faire si vous n'en avez jamais fait, parce que vous allez vous faire mal. Donc ces 8 membres, très rapidement, ils incluent des yamas, des attitudes intérieures et des attitudes extérieures face à la société, des faire, des ne pas faire, parmi lesquels se trouve un concept sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé, qui est la non-violence. Comme je suis passée d'un état de violence profonde, qui peut s'expliquer par le contexte maternel, à un état de recherche de non-violence profonde, ahimsa. Et donc j'ai commencé bien sûr par me casser la binette dans une technique que je trouve violente. Moi-même m'ayant besoin de résoudre un problème à cet égard, à une technique beaucoup moins violente où on priorise l'observation du souffle préalablement à toute posture. Vous faites une posture, on s'en fiche si vous mettez les pieds derrière la tête ou même si vous restez juste assis. Ce qui est important, c'est que vous puissiez observer votre souffle. Donc en gros, quand vous êtes assis, tranquille, les mains détendues, les bras détendus, vous pouvez redresser la colonne vertébrale et déjà prendre conscience de la manière dont vous respirez, eh bien vous êtes en train de faire du yoga. Bravo à tous ceux qui arrivent à le faire. Voilà. Alors, importance de la transmission, moi c'est pour ça que j'avais demandé à Stanislas d'intervenir, parce que vous avez compris, dans ma vie, la transmission, c'est vachement important. J'ai reçu énormément et j'avais envie de transmettre. Lorsque j'ai arrêté de travailler dans l'audiovisuel, j'ai voulu transmettre. Mais transmettre quoi? Alors je me suis mise avec beaucoup d'avidité à étudier toutes sortes de choses. Le yoga, la danse, les langues, plein de choses. Voilà. Et puis à un moment donné, j'ai dit, bon, cette avidité, cette gourmandise, qu'elle soit physique, mentale, il va falloir que ça cesse. Parce que ça ne mène à rien. Il va falloir un petit peu redresser, trouver un cadre. Et j'ai trouvé ce cadre en retournant à l'école, c'est-à-dire que je me suis engagée, pas dans le service de l'armée, mais dans le service pour les enfants en situation de handicap à l'école. Donc ça fait maintenant 7 ans que je travaille auprès d'enfants, aujourd'hui d'adolescents, dans un lycée technique système numérique, et s'étudie. Voilà, donc je suis tous les jours dans un cadre, 24 heures par semaine, dans un cadre de transmission, où on transmet aux élèves, et j'essaye d'aider aux côtés de ceux qui se trouvent en situation de handicap, SH c'est situation de handicap, aide aux élèves en situation de handicap. Je suis en situation de les aider, mais dans une posture d'apprentissage. Voilà, donc je voulais enseigner, et puis je me suis retrouvée enseignée. Mais avec un cadre, il fallait arriver à l'heure. Moi, je suis née en retard, comme je vous ai dit, après contraction, tout ça. Donc, déjà, ça, c'était un gros travail auquel je suis à peu près parvenue aujourd'hui, mais ça m'a pris beaucoup de temps, je peux dire. Ce n'est pas encore complètement acquis. Et puis, je pense vraiment qu'aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je suis quelqu'un de très mental, avec un mental qui résiste. Le corps, ça suit pas mal, mais ça m'a pris beaucoup de temps que le yoga il fasse le travail, le changement,
qu'on vise aussi en psychanalyse, parce que j'ai fait aussi quand même 5 ans de psychanalyse. Hein. Même si j'y retourne, j'espère que je vais arriver à faire mon boulot, parce que c'est un peu long. J'étais très impatiente. Mais si je peux te couper, c'est ce que tu dis est beau, parce que moi j'entends que tu veux saigner, donc tu veux enseigner. Oui, c'est pas Pour mal y ce que arriver. tu dis. Oui, j'ai bien saigné. Il y a le sang dedans. Oui, c'est pas mal. Et donc il y a un concept qui est aussi proche de tout ce qu'on a pu entendre et de tout ce que vous connaissez, c'est le changement et la patience pour provoquer ce changement. Et c'est un concept qui est dans les Yoga Sutras et qu'on transmet. Parinama, ça s'appelle Parinama. C'est le concept du changement qui, si vous vous impliquez dans une pratique, si on s'implique dans une pratique, ça veut dire aussi impliquer un minimum de temps tous les jours, tout de même, voire 2 fois par jour, pour une durée minimum, c'est pas grave. Boris disait hier, un quart d'heure, c'est bien. Vous faites quelque chose de facile. 10 minutes, un quart d'heure, 10 minutes par jour. Et après, je vais demander à notre ami Stanislas de parler de son expérience. À ce moment-là, vous faites déjà un petit truc. Et qui va vous permettre, comme c'est facile et que vous y prenez goût, et que peut-être que comme ça facilite, parce que la clé c'est vraiment la régularité. Puis la patience, et détaché du résultat, vous attendez que ça vous tombe dessus un jour. Puis un jour ça va vous tomber dessus, il va y avoir un changement. Et vous allez avoir envie de vérifier ou d'aller plus loin. Ça se fait par étapes. Et le rôle de celui qui transmet en yoga, qui m'arrête Isabelle si tu vois les choses différemment, c'est de vous donner des outils pour ce changement. Et je pense vraiment qu'il y a un parallélisme qu'on peut établir entre le travail de la transmission en yoga, de la transformation par le yoga, et le travail de la transformation par la psychanalyse. Voilà, je fais une petite pause. Stanislas, Non, donc quelle est ton expérience? je connais à toi? donc Frédéric depuis longtemps, elle vous l'a dit, et j'avais essayé plein de yoga, ça n'allait jamais. Donc j'allais dans des trucs un peu, qu'est-ce que je dirais, des clochettes, de l'encens et des gens souriant béatement. Ça m'ennuyait profondément et justement, je suis tombé sur des cours où il fallait faire des positions pas possibles. Je suis raide comme tout, donc je me disais, je n'y arriverai jamais. Et puis je sais pas, je me sentais mal dans ces lieux-là, donc j'ai essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, sur plusieurs années évidemment. Et puis Frédéric m'a dit, mais moi j'ai une technique, enfin il y a quelque chose. Et ce qu'il y a d'avantage avec Frédéric, c'est qu'elle convoque les personnes chez elle et qu'en fonction de ce que l'on est, elle fait faire des mouvements qui correspondent à ce qu'on est. Donc je ne suis pas souple, elle ne m'a pas demandé de faire un grand écart facial tout de suite. C'est pour bientôt quand même. Et donc elle m'a donné des papiers, elle dessine très bien. Donc j'ai un papier avec ce que je dois faire le matin, ce que je dois faire le soir. Et comment respirer? Et comment respirer. Bon, j'avais fait du chant pendant des années. Bon, respirer, je pense que je savais à peu près. C'est pas la même respiration que le chant. C'est intéressant. C'est pas exactement la même. Mais c'est vraiment la respiration et ce qu'il y a d'intéressant, et je m'en suis rendu compte avec ma petite expérience, c'est que quand je me réveille, qu'est-ce que je pourrais dire, chiffonné, enfin pas quand on est un peu coup-ci, coup-ça, je prends sur moi et je fais du yoga et d'un seul coup ça va mieux, c'est-à-dire que c'est comme si c'était un réveil intérieur moins agressif que le réveil qui se met à sonner le matin, et il y a vraiment un mieux. Et je le faisais le soir, mais je me suis rendu compte que je préfère faire plus longtemps le matin et moins le soir. Mais Frédéric me disait que c'était selon les personnes. Disons que le soir, on va donner une pratique plus courte qui vise plus à de la relaxation. Alors que c'est vraiment, si vous pouvez le matin, mais en fait c'est tout moment dans la journée pourvu que vous puissiez le consacrer à cette pratique. Oui, moi je l'ai fait en début d'après-midi aussi. De préférence l'estomac vide, mais bon. Donc le matin, vous allez plus réveiller votre énergie. Donc ça m'a plu évidemment, parce que il y a bien quoi, 2-3 ans que je fais ça. Et tu es venu combien de fois? Je ne sais plus, 2 ou 3 fois peut-être. Et de temps en temps, il faut retourner voir Frédéric et elle change le dessin en fonction de, je sais pas quoi, c'est la prof. Tu ne peux pas savoir parce que tu n'es pas venu. Mais non, Stanislas,
Il m'a dit qu'il Non, mais n'arrivait j'en pas à ai faire le Ouais, mais mouvement. non, mais On a c'était fait parce- 2 séances en fait. Non, non, parce qu'il n'y a pas très long. Non, mais sur 2 ans. Parce qu'il voyage beaucoup, Stanislas. Il faut quand même arriver à le choper entre deux. Non, deux et athlètes, donc si vous c'était voulez. surtout qu'il y avait là, on a Tu peu de avais temps. beaucoup de patience avec Stanislas, non? Bah, écoute, oui, la patience, c'est juste tu laisses faire. Parce que tu ne peux rien faire à la place de la personne si elle ne vient pas te trouver. C'est ça le grand point d'interrogation. Et là, je suis là 15 jours. Quel bonheur. Voilà. Non, parce que ça se fait pas à distance. Enfin, en visio, Mais ça ne se fait marche pas tout de suite. C'est-à-dire que marche pas. moi, je n'ai pas de cabinet. J'ai une matinée par semaine dans le cabinet. J'avais une matinée par semaine dans un cabinet de psy, qui, pour des raisons d'argent, m'a changé parce qu'elle avait besoin de trouver des gens pour rentabiliser son cabinet. Donc, moi, je pense que quand il y aura foule de clients pour une demi-matinée par semaine, je pourrais remplir cette demi-matinée. Il n'y a pas d'urgence, puisque je travaille déjà avec plein d'autres gens et que j'en profite pour faire mon travail personnel. Voilà, il n'y a aucune urgence. Les gens que je connais, je les reçois chez moi, effectivement. Et ce qui marche très bien, c'est le son. Et je me rends compte que c'est les sons que tu me fais faire qui aident à la respiration. Le son appelle une bonne respiration. Voilà. En fait, si vous ne savez pas respirer et que je vous invite à chanter, à faire par exemple 3 fois Voilà. Et si vous vous mettez bien droit, vous allez voir la performance est encore meilleure. Sans forcer, hein. Ah, vous percevez qu'à un moment donné, vous voulez aller. Allez-y doucement. Mais vous voyez déjà que, même puisque je vous ai donné un exemple un peu tonique, mais vous voyez bien que vous avez expiré d'une manière beaucoup plus longue que vous ne le feriez naturellement. Donc c'est QFD, voilà, on n'ira pas plus loin. Voilà ce que peut faire le son. En tout cas, moi je peux vous dire que si je retourne chez ma psy lundi prochain, c'est parce que j'y suis pas allée pendant 2 ans et que j'ai continué à travailler et qu'avec la culture du souffle et du tout et ma vie, il y a des choses qui se sont mises en place et j'avais besoin d'installer des respirations. Et je me demande comment on peut faire. Alors je vais vous poser une question, puis après je vais vous dire pourquoi je la pose, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et qui est corroboré par un enseignant que j'ai fréquenté, qui est aussi notre formateur, mais indien. Donc il a l'esprit indien, et c'est un ancien médecin allopathe qui a assisté pendant 30 ans à un maître de yoga, et qui maintenant ne reçoit plus des patients qu'en yoga. Mais son fils fait des études d'allopathie en Inde. Et donc je me demande comment on peut... Je me demande encore comment on peut terminer une psychanalyse par le passage lacanien sans passer par le corps. Est-ce que vous êtes tous passés par le mental ou est-ce que vous avez à un moment donné fait une expérience de passer par le corps pour terminer votre chemin? On n'a pas terminé. Déjà, on n'a pas terminé. Oui, on n'a pas terminé. Mais dans mon cas, bon, j'ai fait une passation lacanienne, j'ai fait du sport. Et donc il y avait, quand ça n'allait pas, on va dire dans l'analyse, ça a résonné dans le sport et ainsi de suite. Il fallait une symbiose en fait. Et bon, moi personnellement, je fais encore, parce que je suis instructeur de tir à l'arc. Et le tir à l'arc, surtout en compétition, c'est quelque chose de très particulier. Parce que justement, il faut créer un vide au moment où vous décrochez. Très bien pour la respiration. Et voilà, vous avez, et justement, très souvent, les personnes que j'entraîne, je leur dis c'est très beau ce que vous faites, c'est magnifique. Je dis si maintenant vous respirez, ça va être encore mieux. Donc, parce que par exemple, ils tirent en apnée, et donc dans le tir à l'arc, et donc on va dire que c'est pas du tout la même démarche, parce que là vous êtes dans le tir à l'arc. Mais pour moi, au moins, il y a eu cet échange
Et au fait, le tir à l'arc, j'avais commencé quand j'allais pas bien, même avant Canaline. Et j'ai fini la passation et j'ai fait les championnats du monde. Waouh! Voilà. Bravo! Alors, est-ce que ça allait ensemble? Je ne sais pas, mais voilà, elle m'a fait Une autre personne aurait une activité qui aurait pu, mais qui vraiment a accompagné sa transformation, je vais dire. Tu aurais conscience que s'il n'y avait pas eu ça, elle n'aurait pas pu faire le passage. J'aurais pas Toi, pu tu aller. peux. Ah, j'aurais jamais pensé que ce serait une lacanienne qui me dirait ça. Tu vois, merci. Oh non, non, rien. mais je suis pas d'accord en fait. Bon, vous voyez, les expériences sont Tu as différentes dit les quoi? unes des J'aime autres. pas d'accord. Pas forcément, c'est pas mon idole. Hein. Donc ça s'appelle du masochisme. C'est ça. Alors là, ça me fait bien. Alors, saigner, masochiste, c'est vrai que moi j'ai une expérience très douloureuse, hein. Moins douloureuse que cette dame, parce que j'ai jamais fait de. J'avais un père médecin et une mère artiste non accomplie, mais qui souffre, je peux le dire, ça restera un secret professionnel, d'une dépression mélancolique. Il paraît que c'est extrêmement grave ou compliqué à gérer, vous voyez. Donc c'est ça que j'appelle toxicité, mais je n'ai pas, comment dire, somatisé, j'ai somatisé à plein d'endroits, j'ai eu des réactions très violentes dans ma vie, des parcours assez chaotiques, mais jamais au point de devenir dépendante à un point où ça aurait menacé mon existence. Après, ça J'ai eu dépend un du cas. compagnon psychanalyste qui un jour m'a dit « Je comprends pas comment tu as fait pour t'en sortir, normalement tu devrais être ou alcoolique ou prostituée. Ah, vous êtes pas Ou mort. » Ah, c'est ça. Je peux en remercier beaucoup, ça va bien. Il faut y aller sa méthode. Hein. Une mauvaise méthode d'ailleurs. Enfin voilà. Donc ça a vachement résonné en moi l'enregistrement de ton frère, je sais pas comment il s'appelle. Raphaël. Raphaël. Voilà. Je suis contente encore. Merci à tous de m'avoir laissé Merci à toi, m'exprimer. Frédéric. Je ne vais pas Isabelle, abuser de Isabelle, votre attention. Je vais parler de mon expérience. En fait, le yoga, je pourrais dire, m'a sauvé la vie. Ouais. C'est-à-dire, j'ai eu un grave accident de voiture. J'avais un genou complètement en vrac.